Donc Paul Michelet, directeur général adjoint de l'AFB. Je voudrais faire une toute petite remarque et puis demander des réactions sur 2 points par rapport à ce qui a été dit. Alors la petite remarque, c'est que, je le dis, ça n'engage que moi, je suis très très rétif à toutes les approches de protection de l'environnement par appartement, comme si d'un côté on devait avoir un plan libellule, un plan saumon, un plan anguille, un plan pélobat de brun, un plan azuré des palus, etc. Et l'ours. Voilà. Et l'eau, si on veut, mais ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas que les choses fonctionnent bien comme cela, et donc de ce point de vue, je suis très perméable à titre personnel, mais je ne suis pas le seul, à des approches beaucoup plus intégrées, parce que évidemment, les solutions, on va les trouver dans des modifications de pratiques qui vont avoir des impacts sur tous ces compartiments. Et donc, à ce titre, je le dis comme ça, au moins ce sera clair, non, je ne crois pas que la question de la continuité écologique des cours d'eau soit une question de poissons. Je pense que c'est qu'un sujet qui intéresse des champs beaucoup plus vastes que ça. Si c'était que les poissons, ça se saurait. Maintenant, 2 petites questions. Dans ce qu'a dit Christian Lévesque, et puis qui a été repris par Bernard Chevassus-Louis, on voit, enfin, c'est un peu caricatural, c'est pour aller vite, hein, le débit, les habitats et la qualité de l'eau. La question que je voudrais, sur laquelle j'aimerais avoir vos réactions, c'est, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des interactions entre ces 3 compartiments? C'est-à-dire, en gros, est-ce que les habitats influent sur la qualité de l'eau, au même titre que, ou pas, hein? J'ai un point de vue là-dessus, mais j'aimerais avoir le vôtre dans l'approche des solutions qui sont mises en œuvre. La deuxième chose, c'est que je crois effectivement, par rapport à ce qu'a dit Christian Lévesque, que le retour à des situations du précambrien, ce n'est pas quelque chose qui est réaliste, hein. La nature est aménagée, ou résulte d'une... C'est co-construction, hein, le terme qui a été utilisé, donc je n'ai pas de problème avec ça. En revanche, là où j'aimerais avoir votre réaction, c'est sur cette co-construction. Elle s'est faite au fil du temps, mais au fil du temps, la société a évolué. Le contexte a évolué, les attentes ont évolué, la population et sa répartition a évolué, les activités économiques ont évolué, les modes de transport ont évolué. Enfin, donc, comment on peut raisonner la question de la conciliation de cette co-construction avec des attentes sociétales, avec des exigences qui elles-mêmes évoluent pour en faire un modèle soutenable, on va dire. On a aussi l'exemple du fait que ce qui a été fait par le passé, d'un certain point de vue, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, n'est pas soutenable, hein, les dégradations d'habitat, les disparitions de populations d'oiseaux, de tout ce qu'on veut, montrent que peut-être à un moment ça a marché, mais maintenant ça ne marche plus. Alors, qui veut réagir? Oui, sur le premier point, je suis tout à fait d'accord avec toi que, et on en reparlera tout à l'heure sur les changements climatiques, il faut vraiment, là aussi, avoir une pensée systémique et penser système de pression. Et système de réponse, ça, on a plus l'habitude en écologie, mais le fait que c'est pour ça que j'ai essayé de dire que cette idée de hiérarchiser, comme si on avait effectivement des pressions indépendantes, bon, je prends qu'un exemple. Quand la vitesse du courant va ralentir et qu'éventuellement l'eau va être un peu plus chaude, on sait que la toxicité des polluants augmente avec la température pour beaucoup d'espèces. Bon, et donc effectivement, à quantité de polluants égale, on va augmenter effectivement le risque toxique. De même, on sait très bien que quand on a une eau qui va être relativement cherchée en matière organique, c'est-à-dire que la demande biologique en oxygène va être plus importante, et ce qui veut dire que certaines espèces qui pourraient tolérer des températures élevées avec des eaux saturées en oxygène ne vont plus tolérer les mêmes températures, donc lorsque effectivement ces eaux seront plus faibles en oxygène. Donc effectivement, il faut bien se dire, regardons l'ensemble des facteurs, et raisonnons dans le sens facteur limitant, c'est-à-dire de dire finalement, pensons plutôt, si on réussit ce problème, est-ce que le système de pression va effectivement diminuer globalement, quoi. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Alors, sur l'argument patrimonial, mais ça, on pourra en discuter avec Christian, le fait effectivement de dire de tout temps, l'homme pour subsister a eu besoin de modifier la nature, oui, bon.
Mais ça a commencé avec la quasi-extinction de tous les oiseaux non volants des milieux insulaires. Bon. Et c'était une nécessité de survie. Quand des marins, ils avaient passé 6 mois en mer et en crevant la dalle, et qui trouvaient des gros oiseaux qui suffisaient de dézinguer à coups de bâton, on ne pouvait pas leur reprocher que dans l'aventure humaine, c'était nécessaire à leur survie. Donc on peut dire qu'à un moment donné, de même que le fait de faire sur de petites rivières des chaînes de moulins pour pouvoir moudre le blé à proximité, ça a correspondu à une histoire de l'humanité et à des nécessités de survie et d'adaptation. Mais le fait qu'on se dise, l'argument de dire on l'a fait et donc il faut le conserver, c'est là effectivement qu'on peut en discuter. C'est-à-dire que, je ne veux pas prendre des exemples extrêmes, mais le nombre de choses qu'on a fait autrefois et qu'on n'a pas conservé et que c'est une bonne chose, pour donner des exemples. Donc il ne faut pas asséner l'argument patrimonial comme le fait qu'il faut vraiment conserver tout ce qu'on a pu faire dans les aménagements. Très bien. Monsieur l'évêque, il vous a appelé Christian, donc il y a déjà une décrispation après l'introduction qui était un peu plus punchy. Allez-y. On se connaît depuis longtemps, il n'y a pas de... je ne vais pas revenir sur le patrimonial. Je n'ai pas voulu dire que le patrimonial, il fallait le mettre avant tout. Je veux dire que c'est une des composantes des discussions à l'heure actuelle et qu'on voit bien quand même sur le terrain avec un certain nombre de personnes qu'il y a un attachement à un environnement qui a été créé, organisé par l'homme. Bon, maintenant, je n'ai pas dit non plus qu'il fallait tout conserver, je suis bien d'accord, mais il y a aussi cette composante et on ne peut pas la négliger parce que pour le citoyen, c'est parfois très important et les revendications identitaires sont souvent liées au patrimoine. Je reviens sur les interactions entre les trois composantes que j'ai schématiquement abordées. Bien entendu, je veux dire, on n'a pas pu développer tout ça, mais il y a forcément des interactions. Et quand je dis le débit va conditionner les habitats, ça veut dire qu'en fonction du débit et de l'hydrologie, d'une certaine manière, on va avoir ou non des habitats. Et ça, c'est selon les saisons, selon les années, parce qu'il y a des années avec et des années sans. Il y a des années où il y a des crues, il y a des années où il n'y a pas de crues. Donc tout ça, c'est dynamique. Alors je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est très clair. Alors maintenant, la question de la co-construction, parce que ça, c'est un point qui me paraît complètement majeur, c'est nous sommes dans une interaction société-milieu. On n'est pas dans un milieu tout court ou dans une société tout court. Les hommes se sont construits autour d'objets naturels et ont modifié les objets naturels. C'est un peu le principe de base. Des sociétés se sont adaptées au milieu aussi. Alors, on dit souvent que ces systèmes sont sur trajectoire. On parle souvent de trajectoire écologique ou de trajectoire d'anthroposystème, c'est-à-dire que tout ça est dynamique dans le temps et qu'il n'y a pas un état de référence absolu. Il y a une histoire et un futur. Et nous sommes à un point de cette trajectoire. Alors là, le fait est que, quelque part, nos usages ont changé, ou des usages changent. Certains usages sont repris par d'autres activités. Je pense à, par exemple, l'énergie électrique. L'énergie des moulins a été reprise par l'énergie hydroélectrique, avec un certain nombre de choses. La navigation est plutôt à l'abandon, mais on a quand même une certaine navigation touristique qui a repris en partie les infrastructures de la navigation ancienne. Donc, la question, c'est de savoir... On avait organisé, il y a presque une vingtaine d'années, un colloque à Lille sur la question « Quelle nature voulons-nous » ? Quelle nature voulons-nous ? C'est un peu le fond de la question. Qu'est-ce qu'on veut de faire de la nature ? On veut en faire à la fois une nature productive, parce qu'on en tire des ressources. On veut en faire une nature ludique, parce qu'on a besoin de la nature pour effectivement un certain nombre d'activités. On peut en faire une nature sur la base de critères esthétiques ou éthiques. Tout ça, c'est valable et je n'impose pas mon point de vue. J'essaie de dire qu'il y a différents points de vue et que parmi ces points de vue, la société doit faire des choix. Et donc on ne peut pas, d'une certaine manière, normer
l'évolution de la nature en fonction de règles préétablies ou sur un modèle statique, elle est par nature évolutive. Donc il faut pouvoir mener une gestion adaptative de cette nature en fonction de tous ces critères. On est dans une approche de type, comme on l'a dit plusieurs fois, systémique, c'est-à-dire il y a des critères sociaux, il y a des critères écologiques, il y a des critères économiques, et il faut faire avec ça, en sachant, mais ça c'est un point essentiel, que ce que l'on fait en Normandie ou dans les Alpes ou en Méditerranée, ça n'est pas forcément la même chose. On a le droit à la différence. Je veux dire qu'il n'y a pas un modèle unique. Il y a des modèles qui sont liés aux contextes locaux, et l'écologie est fortement contingente. Et c'est difficile en écologie de faire des généralisations et des extrapolations. Ce qui est vrai là n'est pas forcément vrai ailleurs. En tout cas, pas dans le même contexte. Voilà. Merci. Jean-Michel Olivier va intervenir. Juste pour l'interaction des facteurs, bon, effectivement, il y a vraiment une structuration. Alors, il est sorti un papier en mars 2018 là, qui reprend le concept de functional flow, c'est-à-dire c'est vraiment le débit des cours d'eau qui régit la structuration des habitats, les échanges nappes, rivières, etc., et qui font la mosaïque d'habitats qu'on a dans... Bon, ça, c'est des choses qui sont très connues, donc on ne revient pas là-dessus, mais... c'est évidemment dans des actions de réhabilitation écologique, ce qu'on va chercher à promouvoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans des milieux qui sont contraints, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser les mêmes modalités que celles qui sont normalement constatées dans un milieu non aménagé, mais on va essayer de reproduire des situations qui vont favoriser des processus. C'est-à-dire on va essayer de réhabiliter des processus en réhabilitant des formes, mais ça, c'est un exercice qui est assez difficile. Après, sur la question qui était la coévolution de la demande sociétale et des actions de gestion environnementale au sens large, je pense que la clé du problème, c'est vraiment d'arrêter de voir à court terme et dans la précipitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une problématique et il faut aller très vite, et demain, il faut que ce soit résolu et qu'on ait des résultats, et qu'en plus, si ça a marché, c'est vraiment très bien. Et moi, je suis désolé, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre le temps de se poser. Christian vient de dire, tout n'est pas transposable. On a des cas particuliers. Et donc, ces cas particuliers, il faut prendre le temps de les analyser. L'exemple qu'on voit avec l'anguille, par exemple, eh bien, effectivement, il y a une succession de cas particuliers. Il faut prendre le temps de les regarder. Tout à l'heure, je parlais des outils. Dans toutes les conclusions des publications, il faut tester les outils. Il faut appréhender les particularités de chaque cas et trouver des solutions qui sont adaptées. Et ça ne se fait pas dans la précipitation. Et je pense que vraiment la clé du problème, c'est d'avoir des visions à long terme. Alors peut-être que la DCE et les prérogatives qui sont sous la chante à la DCE permettent d'avoir cette vision à long terme et peut-être de décliner des objectifs sur le long terme. Mais il faut que politiquement, ces objectifs ils soient aussi... ils aient aussi une durée de vie qui soit suffisamment longue pour Monsieur Olivier, comment gère-t-on ce qui est perçu comme un télescopage entre le temps réglementaire de la décision et le temps de la connaissance, de ce recul que vous plaidez à l'instant? Moi, je suis pas politique, je suis scientifique. Je dis juste que ce que je constate est le recul qu'on a sur le Rhône, par exemple. Je vais reprendre l'exemple du Rhône que je connais très très bien. On a eu une deuxième vague de construction de barrages à la suite du choc pétrolier de 1973. On a construit des barrages dans les années 80. Et on a mis en place, suite à la législation, des études d'impact sur une durée de 5 ans. Sur une durée de 5 ans, on ne voyait rien du tout de l'évolution du milieu post-aménagement. Il a fallu des suivis long terme et attendre 15 ans, 20 ans pour mesurer l'impact des aménagements qui avaient été construits 20 ans avant. Et aujourd'hui, on a des procédures de réhabilitation. On met en place des suivis qu'on va qualifier moyen terme, mais on commence à avoir des retours d'expérience 10 ans, 15 ans après qui nous permettent de tirer des conclusions avec une certaine certitude sur l'évolution des milieux après réhabilitation. Et tout ça, je suis désolé, ça prend du temps. Alors peut-être que d'un point de vue politique, il faut revoir cette manière de faire les choses, mais on voit bien que la précipitation, on a eu ce boom d'utilisation des pesticides dans les années 80, et puis aujourd'hui, on commence à se dire que c'était une grosse bêtise, il y en a partout. On nous dit, effectivement, ça ne sert à rien de réhabiliter de la continuité ou réhabiliter des milieux si le pouvoir génotoxique des pesticides qui traînent dans le milieu est tellement fort que de toute façon, même si on met à disposition des saumons, des habitats de reproduction, leur capacité de reproduction au sens altération de leur ADN est tellement forte que de toute façon le succès va être très faible. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre un peu de recul par rapport à ça, il faut se poser et il faut se donner les moyens, le temps de la réflexion. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Okay, merci. Monsieur Guenen et puis Madame.
Oui, donc je suis d'accord que la durée est un problème très important. Le temps de l'élu politique n'est pas celui de la rivière et de la science, et ça c'est un problème de compatibilisation des agendas qui est pérenne. Je voudrais aussi tirer une petite sonnette d'alarme sur la notion de co-construction. Je crois que la co-construction de l'héritage patrimonial de nos rivières, c'est une vision un peu rose de notre passé. Je crois que ce que nous héritons de nos rivières, c'est le résultat de rapports de force entre des constructeurs de barrages, des États prescripteurs et des gens qui ont perdu quelque part, qui étaient souvent en désaccord. Donc je crois que nous sommes devant des résultats, certes. Quand Guillaume le Conquérant récupère l'Angleterre, il y a déjà un inventaire de 5624 moulins. Donc c'est vieux. Où est le référentiel pour ces rivières-là? Le référentiel pré-anthropique pour ces rivières-là. Mais heureusement, il y avait aussi d'autres rivières qui présentent d'autres référentiels. Là où je voudrais aussi tirer une sonnette d'alarme, c'est le problème de ce qu'on appelle aujourd'hui la dérive des référentiels. C'est-à-dire que la dérive des référentiels, c'est que les enfants aujourd'hui grandissent dans des environnements où on a complètement oublié les quantités d'esturgeons, de saumon qu'il y avait dans les estuaires français il y a même 100 ans. Je ne parle même pas de 200 ou 300 ans. Donc la dérive des référentiels, c'est un danger, c'est-à-dire c'est celui de croire que ce qu'on perçoit, ce qu'on mesure, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est normal et que donc il ne peut pas en être autrement. Donc de ce point de vue-là, la restauration écologique n'est pas une contre-culture. Elle apporte aussi une connaissance du passé. Certes, les référentiels que l'on peut se donner pour objectif sont arbitraires. C'est une question de débat et de quelle nature voulons-nous, hein, Christian Lévesque l'a très bien dit tout à l'heure. Mais il ne faut pas s'imaginer, je pense, que cette co-construction du passé est le résultat d'études d'impact environnemental, de conférences de consensus, de toutes les belles choses dont on parle aujourd'hui dans le jargon bureaucratique de l'environnement. Non, ce sont des rapports de conflits d'intérêts et de rapports de force. Et donc il y a les gagnants et les perdants. Et nous sommes aujourd'hui face un petit peu au tableau que nous a présenté Mathias Kondolf tout à l'heure. Et puisque le ministère de l'Environnement a été rebaptisé ministère de la solidarité, et j'ajoute intergénérationnel, je pense que je reviens à mon premier point, la durée, hein, ça ne va pas être la durée de l'élu politique, ça va être des temps beaucoup plus longs. Et je crois qu'il faut avoir peut-être la sagesse de ça, trouver des moyens de dialoguer et de s'entendre sur le très long terme. Voilà. Très bien. Des élus qui ne pourront pas avoir plus de 3 mandats successifs, ce qui peut poser d'autres problèmes. Madame, à vous. Oui, je vous remercie. Moi, j'aimerais faire part d'une petite expérience pour vous dire combien, des fois, je suis très contente qu'on ait des cadres réglementaires qui nous mettent la pression. J'ai soutenu une thèse en 1992 sur un cours d'eau qui s'appelle le Buèche, que vous connaissez peut-être. Dans ma thèse, je montrais que cet aménagement n'était un non-sens économique sur un cours d'eau qui écoulait en moyenne 16 mètres cubes secondes, donc vous voyez, un pissou. Bon, bref. Et que, par contre, sur la charge sédimentaire, sur un cours d'eau qui avait été déjà très, très lourdement perturbé par des extractions massives de sédiments, ça allait avoir des effets catastrophiques. Bon, il se passe exactement ce que j'avais prévu. J'avais pas de boule de cristal, mais on avait déjà des éléments de diagnostic fiables. Bon, ce que je veux vous dire là, par le biais de cette anecdote, c'est qu'il y a 2 temps qui ne sont pas des temps qui se télescopent, mais qui sont des temps complémentaires. Il y a le temps de la loi, entre autres là, celle de la DCE et de la LENA, qui nous provoquent scientifiques sur des questions qui sont des questions tout à fait pertinentes. Hein, effectivement, nous, pendant des années, on a travaillé sur l'impact des extractions de sédiments, sur l'impact des barrages, un petit peu sans savoir sur quel cadre réglementaire nous appuyer. Maintenant, on a des commandes qui sont des commandes très précises qui donnent sens à nos recherches. Ça, c'est une première chose. Je crois qu'en tant que scientifique, c'est tout à fait intéressant d'être interpellé par les syndicats de bassin, comme c'est le cas par exemple sur l'Armançon, par l'EDF sur Pierre Glissotte ou autres,
Regardez, il y a un beau film qui a été fait sur l'arasement de pierre glissotte sur le site du labo. Allez le voir. Je fais de la pub, moi aussi. Voilà. Donc, je crois qu'il y a ce temps-là qui est le temps court qui nous amène en tant que scientifiques à travailler sur des questionnements très précis et à mettre nos réflexions fondamentales sur des pas de temps courts. Ça, c'est une première chose, en œuvre sur des pas de temps courts. La deuxième chose, c'est le pas de temps long. Le retour sur expérience doit se faire sur des actions très concrètes d'arasement d'ouvrage, parce qu'effectivement, en tant que géomorphologue fluvial, je sais qu'un ouvrage, même tout petit, retient toute la charge solide de fond, celle qui roule dans le fond. Ça, on le sait. Il n'y a pas photo, comme diraient mes étudiants. Ça retient tout, point, barre. Ça provoque, comme l'a dit Mathias Kondorf tout à l'heure, en aval, une incision très importante. Donc, vous voyez, il faut qu'on ait suffisamment de recul pour pouvoir suivre ces ouvrages suite à des arasements avant et après. Voilà. Et ensuite, travailler sur un pas de temps encore plus long, comme on le fait par exemple sur la Loire, en pouvant nous conserver des sites ateliers sur 15 ans, 20 ans. Je crois que c'est ce qui se fait aussi sur le Rhône. Donc les structures telles que les zones ateliers, les Pyrénées sont des structures fondamentales là-dessus. Donc moi, je ne crois pas que les deux temps se télescopent, mais les deux temps sont des temps qui, pour nous, chercheurs, sont des temps constructifs. Bien, deux phrases, hein, Oui, pas plus. il y a des études qui ont essayé de dégager l'impact des barrages sur l'écologie des systèmes aquatiques. Il y a une étude qui est relativement récente, une évaluation collective INRA-IRSTEA, et quand on lit les conclusions en tant que chercheur, on voit que ceux qui ont participé à cette étude, qui sont d'excellents scientifiques par ailleurs, sont embarrassés pour tirer des conclusions, dans la mesure où l'essentiel de leur message, c'est d'abord, il y a trop de choses diversifiées, il y a trop de différences on mélange les petits barrages et les grands barrages, et tout ça, ça n'est pas facile à démêler. Et puis d'autre part, dans beaucoup de cas, si on possède un certain nombre d'informations sur les grands barrages, on n'en possède pas sur les petits barrages ou sur les seuils. Donc il y a derrière ça ce que on commence peut-être à en avoir, mais quand on fait une analyse globale, ça n'est pas exactement à la même hauteur. Ce qui veut dire que quelque part, si on ne récolte pas des données sur le terrain, et c'est un leitmotiv de la science, mais pour avoir des observations sur le terrain, il faut aller sur le terrain et il faut effectivement de l'argent pour aller sur le terrain. Donc, ça, quelque part, on ne peut pas demander à l'écologie de tirer des conclusions en l'absence de données ou de données fiables ou de données tronquées. Parce que quelque part, on a des données peut-être sur la physique, mais on n'a pas de données sur la qualité de l'eau. Yeah. Donc il y a un vrai problème à l'heure actuelle d'obtention de données et de gestion de ces données. Je pense qu'on parle de la même étude et je ne voudrais pas qu'on dise qu'il n'y a pas des choses claires qui en sortent. Le fait effectivement qu'il y ait une différence entre quelqu'un qui fait un réservoir qui pompe l'eau dans la rivière en hiver et qui utilise pour l'irrigation, et là, effectivement, l'impact aval est nul, et le fait de quelqu'un qui barre un morceau de rivière pour faire une retenue d'eau, et dans ce cas-là, l'impact est important. Donc, il faut une typologie en disant, il y a retenue et retenue, et il faut analyser effectivement les types de retenues. Mais ils ne disent pas effectivement qu'on n'a pas de données. Les données, elles dépendent effectivement du type de retenue. Donc, je pense qu'on parle de la même étude qui a été publiée par l'AFB il n'y a pas longtemps. Bon, donc ne disons pas qu'il n'y a rien là-dedans, hein.